Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Nous sommes aujourd'hui jeudi 23 janvier 2025. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui avec les doyens sur le plateau. Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré, et Tchaboré Bouraïma, le responsable du journal Le Messager. Tchaboré, bonjour. Non, moi, je suis pas le patron. Je suis le responsable. C'est Abbas qui est le patron. Non, Ou bien cette je semaine, ne voulais pas ou bien dire cette semaine, patron, c'est pour patron. Abbas. Oui, c'est son tout. Ah, je Parce vois. il sais est pas. trop jaloux de Je sais jour là. pas. Ouais. Non, pas parce qu'il est jaloux. Donc, C'est parce que c'est pour lui la semaine et qu'il faut vraiment faire les compliments pour pouvoir avoir ce que tu désires. Alors, bonjour Anita. Bonjour, Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la toile également. Et merci à vous également, comme j'aime souvent le dire. J'ai lu tous vos commentaires, en tout cas. Et Vous ça a aimez les été, commentaires. oui, ça a été un plaisir. Non, moi, je le dis souvent, hein, on ne peut pas évoluer sans des critiques. On ne peut pas évoluer sans des critiques. Et souvent, quand tu es dans une action et il y a des critiques, je crois que ça te permet quand même de t'améliorer, ça te permet quand même de rectifier le tir, de voir là où tu n'as pas bien agi pour pouvoir évoluer. C'est tout homme. Et en principe, en tant qu'être humain, on devrait l'accepter. On devrait l'accepter. Encore, moi, je leur dis merci et je leur tire chapeau pour ces critiques. Justement, comme je l'ai dit, il faut quand même des critiques, ou bien j'aime souvent le dire également, il faut des critiques qui sont des critiques constructives. Pour Qui nous, avancer. voilà, pour avancer. Il ne sert à rien de se mettre à insulter quelqu'un qui n'est pas du même point de vue que vous. Ça ne sert à rien. Vous pouvez critiquer son point de vue, apporter votre point de vue, et même peut-être c'est dans une telle démarche que vous pouvez amener la personne à adhérer à ce que vous êtes en train de dire. Donc, encore une fois, merci à vous qui nous Critiquer, écrivez. oui, mais Oui, éviter oui. les insultes. Voilà, encore une fois, merci à eux, surtout pour leurs interventions. Moi, qui me Merci. vendront, qui me Merci à vendront. vous également pour votre disponibilité. Abbas, bonjour. Ouais, bonjour Anita Jovi Aouche. Eh, Bonjour à tous les c'est et à arrivé toutes ici. les téléspectatrices qui nous suivons et qui nous suivent en ce moment. Je salue aussi également mes femmes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Regardez. Non, c'est de son droit. Maintenant, Adjovi, il est venu chercher quoi? Ah, c'est pas ton nom. Est-ce que Adjovi, J'ai dit c'est pas ton nom. tu devais envoyer ici? Abbas, les discussions privées restent privées. C'est pas ton nom Non. que ton papa Je est peux ta maman. porter plainte. Plainte contre pour avoir Les discussions privées que tu envoies au plateau par je dis, moment hein, là. plainte pour avoir dit le nom que ton papa Non. t'a donné. Abbas, si vous Pas le m'excusez, baptême Abbas, Anita sur calendrier. si vous pouvez m'excuser, moi je vais vous départager. Je vais vous départager. Je Anita. sais que je n'aurai pas raison. Anita. C'est Anita. mieux, on va aller au débat. Anita, Oui. vous vous appelez Adjovi, oui ou non? Place au débat. Incident clos. Incident clos, il n'y a pas de souci. Le Conseil des ministres s'est réuni hier et un décret a été adopté en matière de modernisation de l'agriculture. Il s'agit de l'annonce de la mise en place d'un centre de formation agricole et ce centre sera installé dans la région centrale. Vous allez m'aider avec le nom, c'est à Tindiassi, c'est ça? Tchabouri. Tindiasse, oui. Tindiassi. Tindiasse. Alors, l'agriculture, on l'a entendu dans le discours du chef de l'État le 31 décembre. Et aujourd'hui, nous sommes... c'était hier, le 22. Et voilà une annonce qui vient dans le sens de la modernisation de l'agriculture. Tchabouri. Oui, je crois que c'est une annonce qui vient corroborer tout ce que le chef de l'État a eu à dire à la veille de la nouvelle année. Il a eu à dire qu'en 2025, il y aura beaucoup de changements, il y aura beaucoup d'évolutions. Je pense que c'est une très bonne annonce pour non seulement les agriculteurs, mais également pour tous les Togolais. N'oubliez pas que le Togo
Et bon nombre de pays en Afrique sont à près de 80 à 90% agricoles. Et pour ceux qui font des recherches et qui suivent un peu l'actualité, l'évolution du monde, je crois que l'avenir, désormais, c'est l'agriculture. L'avenir de tout pays est dans l'agriculture. Parce que vous et moi, aujourd'hui, lorsque nous sommes sortis, au moins, on a pris un petit déjeuner. Et cela, oui, même si vous n'avez pas encore pris, vous allez le prendre. Et si vous ne l'avez pas pris, vous allez prendre le déjeuner. Si vous n'avez pas prendre le dîner, vous irez prendre le dîner également. Donc, comprenez qu'on ne peut pas vivre sans manger. Donc, l'agriculture est la base, le soubassement de toute vie humaine. Et je crois que les autorités togolaises l'ont vite compris. Ce n'est pas que maintenant, hein, depuis des années, les autorités togolaises l'ont vite compris et ils ont axé leur action, si vous me permettez cette tautologie, dans le domaine de l'agriculture, encore plus que ces dernières années, avec l'évolution du monde, on a vu que qui est dans l'agriculture, ou bien les pays qui se lancent dans l'agriculture, ce sont des pays qui, quand même, font, dont l'économie est plus active. Donc aujourd'hui, l'agriculture, ce n'est plus que l'agriculture de subsistance, mais c'est une agriculture commerciale, c'est une agriculture économique, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'avec l'agriculture, on peut développer le pays. Et quand vous suivez les réseaux sociaux, et quand vous suivez les grands spécialistes dans le domaine, vous comprendrez que tout dirigeant devrait faire ce que le chef de l'État a eu à faire, c'est-à-dire que en permettant aux agriculteurs d'avoir ce qu'ils veulent, c'est vrai que ce n'est pas encore la totalité de ce que nous voulons en matière de mécanisation dans notre pays, mais il y a bon nombre de choses qui ont été faites. Alors, Tchabouré, tout à l'heure, vous avez parlé d'agriculture commerciale. Oui. L'agriculture commerciale, ce n'est pas ce qui entraîne ce que nous vivons aujourd'hui, le bol de maïs qui est à 800, tel qui est à 1000 francs. Ce n'est pas l'agriculture commerciale qui amène ça? Oui, quand je parle de l'agriculture commerciale, ça dit que l'agriculture qui peut développer un pays en matière de commerce. Vous savez, les échanges commerciaux aujourd'hui sont le soubassement de la vitalité d'une économie. Et lorsque une agriculture est dense, lorsque la production est dense, d'abord ça résout deux problèmes. Le problème de l'autosuffisance alimentaire. Non, peut-être que ma question, je ne l'ai pas bien formulée. Je parlais du fait qu'aujourd'hui, nous voulons commercialiser notre agriculture. Oui. Mais au même moment, les produits de base coûtent cher. Oui, c'est pourquoi il faut mettre toutes ces structures que le chef de l'État est en train de mettre pour pouvoir permettre à ce que ces produits ne coûtent plus cher, permettre l'acquisition de ces produits par les paysans, par les agriculteurs. Aujourd'hui, on les appelle plus les paysans, on les appelle les agriculteurs parce que aujourd'hui, ce sont des grands espaces qui sont en train d'être cultivés. Vous pouvez voir un seul cultivateur cultiver 40 hectares, des produits 50 hectares, 100 hectares et même plus. Donc aujourd'hui, ce sont de grands agriculteurs. Vous en avez combien? Bon, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas dire ça au plateau. En tout cas, beaucoup savent quand même que je suis dans le domaine depuis quelques années. Mais je vous fais en quelque sorte la pub. Mais c'est une bonne chose. Mais vous êtes obligé de me faire la pub parce que je partage ce que je produis avec toi, Anita. Donc revenons à ce que j'étais en train de dire. Je pense que j'ai dit que c'est pourquoi le chef de l'État, c'est pourquoi le chef de l'État a pris un certain nombre de décisions. Et vous allez voir que ces dernières années, il y a beaucoup de décisions, beaucoup de structures qui ont été mises en place à travers le ministère de l'Agriculture et sous la houlette du chef de l'État pour permettre aux paysans, ou bien à nos agriculteurs de pouvoir avoir les intrants nécessaires et faire la mécanisation de ce que nous cultivons. L'organisation des FOPAT, ce n'est pas pour rien que le chef de l'État les organise. Les FOPAT qui sont organisés permettent au chef de l'État de toucher du doigt les problèmes des agriculteurs, mais également de donner ce qu'il faut, ne serait-ce que du matériel, pour pouvoir booster la production dans nos pays. Donc, je pense que c'est une bonne chose par rapport à cette annonce et j'espère que d'autres annonces également vont arriver. Parce que ce qu'on déplore, et que dans les prochains jours, voilà, celui qui a le SMIC à la fin du mois puisse avoir le nécessaire. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on accentue l'agriculture dans notre pays et qu'on puisse quand même voir les gens qui ne puissent pas manger 3 fois par jour. Ce n'est pas normal. Donc, on critique le gouvernement sur un point et ça, il faut le relever. Parce que nous ne pouvons pas être un pays qui est producteur du phosphate,
et qu'on soit en train de souffrir en matière d'engrais. C'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits pour l'approvisionnement de l'engrais, mais par rapport au peut coût, mieux faire. par rapport au coût, il reste beaucoup à faire. On produit le phosphate qui est l'élément de base de la production de l'engrais. Donc, nous devrions absolument faire en sorte que le prix de l'engrais soit au plus bas pour permettre aux agriculteurs, parce que nous en produisons dans le pays. Donc, nous espérons que les dirigeants... Si on comprend bien, pour une agriculture réussie, il faut de l'engrais, il faut un certain nombre d'entretiens. Globalement les intrants. Les prix globalement les intrants, mais en revoyant également les prix. Justement, ça résout le problème que vous êtes en train de dire, on le fait, mais c'est un peu difficile aux paysans, aux agriculteurs d'avoir accès à ça. Si on réduit les prix, je pense que les agriculteurs peuvent avoir accès à ce que nous sommes en train de dire. Mais sans mentir, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en matière agricole ces dernières années. Il faut le dire. Mais il faut que le prix du de maïs soit réduit aussi. Alors, Abbas, le Conseil des ministres s'est intéressé hier à l'agriculture, à la modernisation de l'agriculture, à travers ce décret adopté. C'est dans votre région. Hein. Ce n'est pas la première fois que le Conseil des ministres parle de la culture. Non, je parle de la modernisation même, c'est peut-être pour mettre l'action. De formation. Le centre de formation, il y a un centre de formation qui est à Tové, qui a ouvert ses portes la dernière fois avec plus de 600 étudiants, une fois de Tové, pour former les jeunes agriculteurs, pour les lancer dans cette agriculture. Tové. C'est Tové. Quand vous parlez de Tové, Tové est différent de Tové. C'est ce qui est il y a un phare de Tové. C'est ce qui pose un peu problème chez nous, les Hébreux. Mais Anita, excuse-moi, Abbas n'est pas de chez vous? Un phare de Tové, c'est comme ça qu'on appelait. Il y a les agronomes qui sont formés également à l'université de l'école des agronomes. Aujourd'hui, on met en place un centre de formation agricole pour accentuer la mécanisation de l'agriculture qui est déjà, parce que le gouvernement a beaucoup fait de projets par rapport à l'agriculture depuis quelque temps. Vous avez vu que le visage même de l'agriculture a changé dans notre pays. C'est en train d'être mécanisé et maintenant la plupart des jeunes qui sortent des universités embrassent l'agriculture parce qu'il faut les conduire vers là. Il y a l'argent là-bas. Donc aujourd'hui, quand le gouvernement pense à mettre au niveau de la région centrale ce centre de formation, je pense qu'il faut aller plus vite. Ah bon? Qu'il faut aller plus vite pour permettre aussi aux jeunes de la région centrale, ce n'est pas seulement les jeunes de la région centrale seulement qui vont aller, il y a les jeunes qui peuvent venir des savanes de Kara et centrale et même plateau pour aller là-bas. Il y a déjà un phare de Tové qui forme. Il y a même les IFAD qui sont créés par rapport à ça. Il y a IFAD section agricole également et section élevage. Tout ça là, c'est pour permettre à ce que l'agriculture soit une agriculture rentable. Puisque dans les FOPAT, le chef de l'État dit qu'il veut que les agriculteurs vivent de leurs produits et qu'ils considèrent l'agriculture comme une profession qui leur donne à manger. On ne peut pas se permettre de dire qu'on est agriculteur et en même temps, parce qu'il y a ce qu'on appelle les cultures de rente. Il y a les cultures de rente que nous avons dans la région des plateaux avec le café, cacao. Et même, je pense que le soja aussi est en train de rentrer dans les cultures de rente puisque c'est exporté beaucoup. Oui. Et il y a les cultures même que nous consommons. Je l'ai dit tantôt, dans mon développement, c'est la base de notre suivi aujourd'hui, l'agriculture. Ah oui. Et Abassa parlait de l'infâme de Tové. C'est comme ça. L'infâme de Tové. Vous savez que dans les années 90, à un moment donné, c'était des centres de formation qui se sont estompés et ça avait fermé. Il faut dire qu'avec l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, des efforts ont été consentis de telle manière à rouvrir les portes. Et ce sont des centres comme ça qui vont former les techniciens.
comme nous disons que nous sommes en train de moderniser notre agriculture, ce sont des centres comme ça qui vont former des techniciens et ces techniciens vont quand même donner des conseils utiles aux agriculteurs sur le terrain pour leur permettre d'améliorer la production et mais faire en sorte que ces productions soient en grande quantité pour permettre l'autosuffisance alimentaire. Donc, et non seulement permettre l'autosuffisance alimentaire, mais permettre la commercialisation, comme je le dis, et permettre la vitalité de notre économie. Donc, le chef de l'État, c'est une vision que moi j'apprécie avec la mise en place de ces structures. Maintenant, il faut prendre les dispositions de telle manière que ces structures puissent fonctionner 24 heures sur 24. Parce que Ce sont des formes de formation. Oui, je suis sur le terrain. Non, je suis sur le terrain et je vois à peu près la manière dont les agriculteurs continuent de souffrir malgré un certain nombre d'efforts qui ont été faits. Il y a aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs qui manquent de conseils. Il n'y en a pas. De conseils, il n'y en a pas. Vous allez dans certaines zones. Une chose est de posséder les terres, d'avoir l'engrais et autres là. Mais une autre chose est d'être conseillé. D'être conseillé, c'est très important. C'est pourquoi il faut de ce centre-là pour former les techniciens qui vont, les conseillers, qui vont aller donner d'utiles conseils aux agriculteurs et leur dire ce qu'il faut faire pour pouvoir permettre la production et pour pouvoir permettre que les agriculteurs puissent acquérir la technicité nécessaire pour améliorer ce qu'ils sont en train de faire. Donc, moi, je le disais tantôt, je suis sur le terrain, j'ai vu la manière dont certains agriculteurs souffrent. Les gens... Ils souffrent comment? Oui, ils souffrent comment? Par rapport aux intrants. Les intrants, pour pouvoir faire, ils souffrent. Quand d'autres ont la possibilité d'acquérir les intrants, mais ils n'ont pas la manière, ils ne savent pas la manière, ce qu'il faut faire pour améliorer leur agriculture. Ils utilisent au moment où il ne faut pas, ou bien ils utilisent ce qu'il ne faut pas utiliser. Et vous comprenez avec moi que ça doit agir sur le résultat. Ah oui. Donc je pense que ces centres de formation vont former... Peut-être si telle chose est destinée au maïs, on l'applique à la tomate. Regardez, donc si vous allez aujourd'hui, nous disons que nous cherchons une agriculture bio. Il faut une agriculture bio, mais il y a bon nombre qui continuent par utiliser de l'engrais, certains pesticides qui appauvrissent nos sols. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que ces centres qui vont être créés, bien ce centre qui va être créé va former des techniciens pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, des techniciens qui vont aller sur le terrain, étudier les sols même. Les sols pour voir quel engrais. Parce que vous n'oubliez pas, sur toute l'étendue du territoire, certains sols ne sont pas adaptés à certains engrais. Okay. C'est ce que nous ne savons pas encore. Certains sols ne sont pas, mais le paysan, lui, ne connaissant pas, on lui dit d'utiliser l'engrais, le 15-15, l'urée, il l'utilise sur le sol, alors que ce sol a déjà de l'engrais nécessaire, du type d'engrais qu'il faut. Il fallait peut-être changer autre chose. Donc tout ça là, ce sont des trucs qu'il faut évaluer. Alors, nous pensons que ce centre de formation va peut-être résoudre ce problème. Je crois que le problème de Abbas a été résolu. Abbas, on continue avec votre analyse par rapport à la création de ces centres de formation. Je pense qu'il faut les mettre vite en activité, ces centres de formation, que les gens n'attendent pas longtemps et pour venir dire que le gouvernement fait seulement des annonces. Et ces annonces doivent être effectives et être traduites dans la réalité des faits. Comme on le dit, la culture dans tous les pays, et surtout au Togo, c'est un secteur très important que nous oublions. Et je pense que c'est pour cela que le ministère de l'Agriculture a lancé la dernière fois le recensement agricole national agricole RNA qui n'a pas encore fini. Ils sont en train, parce qu'ils ont fait une pause, ils vont poursuivre les enquêtes en principe dans le mois de janvier, jusqu'à la fin du mois de janvier, pour voir de quoi les paysans ou les agriculteurs ont besoin. Puisque c'est ces recensements agricoles-là qui vont permettre de savoir... Je crois qu'on avait parlé de ce recensement-là sur ce plateau. Recensement national-là ici. Et ça va permettre également de doter ces agriculteurs de moyens les plus efficaces et sophistiqués pour faire leur travail. Puisque l'agriculture est devenue quelque chose comme une profession
que les gens exercent. Il ne faut pas que les parents sont là, ils font leur agriculture. Après, les enfants, comme les enfants trouvent que les parents souffrent dans l'agriculture parce que l'agriculture n'est pas mécanisée, et l'enfant quitte les bras valides, tout le monde quitte le village. Revient pour faire zème, alors que c'est eux qui devaient permettre à cette agriculture-là de se développer. Donc, par rapport à ce recensement et à ce centre de formation qui est mis en place avec les enfants de Tobi, je pense que les choses vont aller bien dans l'agriculture et il faudrait que les choses puissent aller, puisque tout le monde parle de la mécanisation. Alors, Tchaboré, rapidement, vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on ne passe à autre Non, sujet? si j'ai quelque chose à ajouter, c'est pour dire que, pour quand même jeter les fleurs au gouvernement et particulièrement au chef de l'État pour cette initiative, comme je l'ai dit tantôt, moi je suis le terrain. Je rencontre beaucoup de paysans, je rencontre beaucoup de gens qui me parlent de leurs problèmes, que ce soit dans la région centrale, également à Lomé ici au niveau de l'ouest, à Michitove, à Kovier, et ceux qui, le fief du riz. Je les rencontre et puis ils nous parlent des problèmes. Certains se plaignent du fait que ils utilisent beaucoup d'entrants, ils font des prêts pour pouvoir faire leur production, mais à la fin, ils ne gagnent rien. Donc, ce sont des choses qu'il faut revoir pour voir. Par rapport à ce que Abbas parlait, ce dont Abbas parlait concernant le recensement, je crois que ce recensement va permettre quand même de voir le nombre de terres qui sont à la disposition du pays, les terres cultivables, et combien de terres sont exploitées. C'est-à-dire que la superficie qui est exploitée aujourd'hui. Et est-ce qu'il faut, ce qu'il faut apporter pour élargir la superficie. Comme on le disait, aujourd'hui, l'agriculture est le soubassement de tout. Hein. Ce n'est pas dans notre pays. Vous voyez ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, avec la Russie. Vous voyez comment le problème du blé se pose. Donc, vous comprendrez, jusqu'à ce que nos pays même étaient obligés de quitter pour aller quand même, on a eu chaud. Donc, tout ça, je pense que les gens ont compris que l'agriculture est le point, l'épicentre de toute une vie. Et moi, je dis, il faut que le gouvernement continue dans ce sens. Mais faire en sorte, une fois, que les intrants puissent être abordables à bas prix. Surtout l'engrais, surtout les produits d'autres produits, il faut que ces prix soient quand même subventionnés, ces produits soient quand même subventionnés pour permettre à nos productions et à nos producteurs de pouvoir avoir accès et produire en grande quantité. J'ai apprécié la sortie du ministre du gouverneur de la région des Savanes, qui a fait un communiqué pour empêcher que nos produits ne puissent pas être exportés, sortis du territoire. Je suis allé également sur le terrain dans la région des Savanes parce que j'ai circulé un peu. Comme vous le savez, j'ai fait convoyer un certain nombre de produits ici. On va faire croire aux gens que je sais tout. Non, tu sais tout parce que tu es proche de moi. Donc, ça a été bien, puis ça nous a permis quand même d'avoir accès à ce que nous voulons et tout le monde est d'accord avec nous. C'est ce qui est intéressant. On sait que nous sommes sur le territoire et ce que nous faisons, c'est pour le pays, c'est pour les populations. Et moi, j'ai trouvé que cette politique, elle est bienvenue. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut que ce soit tous les gouverneurs qui s'intéressent à une telle décision. Il faut que tout le monde ait la même vision pour empêcher d'exporter nos produits pendant que nous en avons besoin ici. Deuxième sujet dans ce débat du jour, Donald Trump a été investi 44e président des États-Unis lundi dernier. Après la cérémonie, un certain nombre de décisions ont été prises par le nouveau président américain, parmi lesquelles le retrait des États-Unis de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Trump pointe du doigt la mauvaise gestion de la pandémie Covid-19 et bien d'autres sujets également. Il a évoqué bien d'autres sujets. L'OMS, de son côté, réagit en revenant
en demandant au président américain de revenir sur sa décision, et l'organisation a également saisi l'occasion pour présenter un peu, revenir sur ses activités. Alors, ma toute première question, Abbas, cette décision de Donald Trump était prévisible quand on suit un peu les discours qu'il a eu à tenir pendant sa campagne et pendant les face-à-face? C'est depuis la campagne qu'il a commencé par dire ça. C'est prévisible. Parce que quand il arrive, les premières décisions, c'est ça qu'il prend maintenant pour dire que les États-Unis vont se retirent même de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et là, je pense que il a soulevé certaines questions qui sont vraiment exactes. C'est surtout la mauvaise gouvernance au niveau de l'OMS. C'est sur toute la ligne. Je ne sais pas comment l'organisation elle-même fonctionne, étant donné que si ça passait bien aujourd'hui, parce qu'il y a trop de sorties médiatiques de cette OMS, mais dans la réalité, rien n'est concrétisé. Et Donald Trump, vous savez que les États-Unis, c'est les États-Unis qui mettent beaucoup de moyens aussi dans l'OMS. Et si l'OMS demande aux États-Unis à Donald Trump de revenir sur sa décision, c'est parce que l'OMS constate que la contribution des États-Unis au niveau de l'OMS est une contribution très très importante. Or, vous savez, notre ami Trump, lui, il est dans un autre monde. Comment ça, un autre Lui, monde? c'est dans un autre monde. Lorsqu'il prend des décisions là, tout le monde, on sait comment il agit de façon épidermique, quoi. Donc, tout le monde sait que c'est comme ça il est. Finalement, on ne sait pas même s'il va revenir sa décision, parce que l'OMS est en train de le supplier de reprendre de retirer cette décision. Mais peut-être que ça ne va pas se passer, puisque on attend. Peut-être que c'est le nouveau président qui va venir. Donc, c'est parti pour... Lui, il est 47e président. Le 48e peut-être. Le 48e va venir et puis il va revenir sur la décision. Sinon, pour le moment, c'est pas évident. C'est pas évident pour lui, parce que quand lui prend, il ne va même pas ravaler son crachat qu'il a enlevé. Donc, aujourd'hui, on attend de voir comment l'OMS va fonctionner. Si l'OMS va changer sa façon de travailler, de collaborer avec tout le monde, on verra par rapport à cette décision. Donc, il doit avoir, parce que quand on te critique, il faut avoir le temps de te corriger. Et l'OMS doit savoir comment s'y prendre pour se corriger. Eh bien, Tchaboura, ici, les États-Unis sont un contributeur majeur aux appels d'urgence de santé publique selon l'OMS. Après la sortie après que Trump ait signé ce décret, c'est ce que l'OMS a dit. Quel avenir alors pour les pays vulnérables surtout? Non, les pays vulnérables, Anita, le contributeur majeur se retire. Les pays vulnérables, est-ce que les pays vulnérables ont un avenir avec l'OMS? Vous avez vu ce qui s'est passé avec la pandémie Covid-19. Je pense que Trump est dans sa logique. Un mec africain, American First. Il a toujours dit, ça dit que l'Amérique d'abord, quoi. Et ce sont des décisions qui sont en train d'être prises pour favoriser les populations américaines. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Et également, il faut comprendre que beaucoup de zones d'ombre ont émaillé la gestion au niveau de l'OMS, surtout avec cette pandémie. Aujourd'hui, vous et moi, vous êtes d'accord que personne ne sait ce que c'est. Et lorsque vous suivez l'actualité, vous allez voir que même en France, les gens sont sortis pour interpeller l'ancien ministre de l'économie et des finances pour qu'il vienne s'expliquer par rapport à ça avec le président de la République, Emmanuel Macron, par rapport à un certain nombre de décisions qu'ils ont eu à prendre, alors que la pandémie, entre guillemets, n'était pas vraiment la pandémie. Aujourd'hui, les langues se délient et les gens disent que c'était des choses créées de toutes pièces pour pouvoir faire passer les mondialistes, ceux qui étaient sous forme de réseau,
avec les Occidentaux, avec les grandes puissances, avec les hommes, les grands décideurs de ce monde. Je ne vais pas citer les noms, dans les Bill Gates et autres. Donc, vous comprenez. Non, c'est pourquoi je dis que je ne vais pas citer les noms, je n'ai cité qu'un seul. Donc, vous comprendrez que vous êtes d'accord avec moi que Donald Trump ne badine pas sur cette décision. Et s'il le fait, il prend une telle démarche, justement, c'est parce qu'il a un certain nombre d'informations, parce qu'il s'est entouré de beaucoup d'experts également, qui ont étudié, qui ont relevé que la gestion au niveau de l'OMS, c'était une gestion vraiment chaotique. Abbas l'a dit, il y a plus de paroles que d'actes. Les gens sortent pour parler, et même il y a même les contradictions dans ce que les gens disent. On sort le matin pour dire quelque chose, le soir on dit non. Il y a des moments où on se dit, il y a telle pandémie a été déclarée, quelques jours après on dit non. Donc je pense que l'OMS doit se réinventer. L'OMS doit revoir sa manière de fonctionner. Et Donald Trump, en prenant une telle décision, c'est pour amener l'OMS à revoir sa manière de fonctionner. Et comme vous le dites par rapport à votre question, c'est que s'il n'y a pas un financement adéquat par rapport au fonctionnement de l'OMS, c'est que ça agit sur nous. Si l'OMS est en train de tousser, ou bien oui, l'OMS souffre, ce que nous, en Afrique, ici, nous sommes morts parce que nous dépendons en grande partie par rapport à un certain nombre de financements pour éradiquer certaines maladies à l'OMS. Donc, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre, mais tout ça là, il faut revenir à la manière dont l'OMS est gérée. Parce qu'il faut le dire, au moment où les démocrates étaient au pouvoir, avec les Occidentaux, que ce soit la France et beaucoup de pays européens, ils se sont accoquinés pour pouvoir donner une ligne directrice à la manière dont l'OMS devrait fonctionner. N'oubliez pas que Trump, en son temps, quand il était durant son premier mandat, il avait menacé le président ou bien c'est le président de l'OMS actuellement. Et aujourd'hui, le président de l'OMS, il faut dire que le directeur général de l'OMS, c'est comme si une marionnette. C'est comme si les Européens essaient de le dicter, mais de lui dicter. Et il exécute. Oui, de lui dicter ce qu'il doit faire. Donc, moi, aujourd'hui, même moi, depuis un certain temps, moi, je ne sens plus l'OMS. C'est vrai que l'organisation a des structures. Oui, l'organisation a des structures dans nombre de pays et elle intervient. Mais moi, je pense que pour faire revenir les États-Unis sur les décisions, il faut que l'OMS change de la manière dont elle doit se faire diriger. Mais ça va prendre du temps. Peut-être pas avec cette administration Trump, peut-être après celui qui va venir. On ne sait jamais quelle ligne directrice celui qui viendra va prendre. Mais je pense que Trump l'avait toujours dit depuis, même durant son premier mandat, que l'OMS ne fonctionne pas normalement. Il y a les zones d'ombre qui entourent et il a pris sa décision. Il y a bon nombre de décisions qui ont été prises par Trump dans l'immédiat. Je n'ai choisi que dans l'immédiat. Et tout ça là, ça prouve que Trump a un certain nombre de décisions et a un certain nombre d'informations par rapport à... Il y a même l'autre question liée aux transgenres qui... Justement, il a dit qu'il va les évacuer tous au sein de l'armée. Et il va le faire. Puisqu'il a dit après la décision, il va le faire. Alors, hier, je ne sais pas si vous avez suivi le prêtre de Washington, c'est une dame qui a intervenu et qui a demandé à Trump de revoir sa politique en public au moment de la messe. Trump était assis avec sa famille, avec son administration, il a demandé de revoir. Mais à la sortie, vous avez vu l'intervention de Trump. Et il a dit que ça l'a... Il a quand même réagi négativement par rapport à cette dame qui est sortie pour dire que ce n'est pas un prêtre. Il a dit beaucoup de choses par rapport à ce prêtre. Trump et ses déclarations. Donc il faut qu'on s'attende quand même à beaucoup de bouleversements avec l'arrivée de Donald Trump. Beaucoup de bouleversements. Tout le monde doit s'attendre. Et l'Afrique, Trump ne regarde pas l'Afrique. Il faut le dire. Comme bon nombre de pays, bon nombre de présidents. La preuve, c'est que quand ça a été fait, tu as vu un président africain qui a été invité à son investiture? Non. Chacun reste chez soi. Chacun reste chez soi. Donc, il a dit, make America first. Ça dit que l'Amérique d'abord.